Bienvenue à minuit. Mystère Miss Marple fait face à une énigme mortelle dans le fleuriste qui a organisé un meurtre, un village tranquille, un bouquet secret. Pouvez-vous percer la vérité? Versez-vous une boisson chaude et laissez le mystère s'installer. Le soleil de fin juin baignait doucement la rue principale de St. Mary Mead, illuminant le parfum du chèvrefeuille et la douceur plus prononcée des lys coupés de la boutique de Madame Larkin. La cloche au-dessus de la porte sonna à chaque entrée, 3 fois en une demi-heure seulement, car tout le village semblait s'affairer à préparer la fête paroissiale du lendemain. Des seaux de roses, côtoiement des paniers de pivoine, leurs pétales tremblant légèrement sous la chaleur. Derrière le comptoir, Madame Irène Larkin, vive et élégante malgré ses 62 ans, disposait une gerbe d'œillet blanc avec la délicatesse d'une femme habituée à la symétrie, dans la vie comme dans les affaires. Dehors, Mademoiselle Hartnell passa avec son terrier, s'arrêtant juste le temps de remarquer que les œillets étaient vulgaires en cette saison. À l'intérieur, Madame Larkin affichait un léger sourire, et ses mains ne s'arrêtèrent pas. Ce n'est que lorsque les griffes du terrier eurent claqué qu'elle murmura « vulgaire, n'est-ce pas ?» On verra bien ce qui est vulgaire lorsqu'elle entendra le nouveau soliste du chœur. Son assistante, une jeune fille pâle nommée Bitty Long, gardait les yeux fixés sur le ruban qu'elle bouclait. À 4 heures moins le quart, une ombre franchit la porte. La cloche sonna de nouveau, plus doucement cette fois, comme hésitante. Monsieur Arthur Finch, directeur d'école à la retraite et trésorier du comité des fêtes, retire son chapeau, révélant un front haut et rose perlé de sueur. Il déposa une enveloppe sur le comptoir. « Pour vous, Madame Larkin, de la part du presbytère. Quelque chose à propos des compositions florales pour demain. » Sa voix était anormalement tendue, et Bitty remarqua que ses doigts tremblaient légèrement en ajustant ses lunettes. Madame Larkin accepta l'enveloppe, mais ne fit aucun geste pour l'ouvrir. « Dites au vicaire que je me débrouillerai, comme toujours, » dit-elle sèchement. Une fois M. Finch parti, elle ouvrit le rabat et en tira une simple feuille. Bitty, qui allait chercher de la ficelle dans l'arrière-boutique, n'entendit qu'une faible inspiration. À son retour, Madame Larkin resta immobile, le mot écrasé dans sa main gantée. Son visage avait perdu toute couleur et ses lèvres remuaient sans un bruit. Puis, avec une étrange assurance, elle déchira le papier 2 fois et jeta les morceaux dans la poubelle sous le comptoir. « Apportez-moi une autre bobine de ruban blanc, » dit-elle. Son ton ne laissait place à aucune question. À l'heure de la fermeture, les ragots s'étaient déjà répandus dans les ruelles. Mademoiselle Weatherby raconta à Mademoiselle Hartnell avoir vu M. Finch quitter la boutique, l'air d'avoir mal avalé un sermon, tandis que le garçon de l'épicier jurait avoir entendu Bitty pleurer. Lorsque le crépuscule tomba et que le dernier client rentra chez lui, Madame Larkin ferma la boutique à clé, tira les stores et resta à l'intérieur, avec pour seule compagnie le tic-tac de l'horloge murale. Le lendemain matin, le village s'éveilla au son de la cloche du vicaire, non pas pour le service, mais pour la mort. Madame Larkin avait été retrouvée derrière son comptoir, affalée parmi les roses tombées, une fine échymose noircissant le côté de son cou. À côté d'elle gisait la poubelle renversée, son contenu éparpillé parmi 3 morceaux de papier déchiré, dont l'un portait une tache d'encre brun foncé en forme de fleur étrange. En milieu de matinée, l'inspecteur Craddock arrive du commissariat, chapeau à la main, la suspicion se formant déjà comme un brouillard dans son esprit. Il interrogea d'abord Bitty, assis, tremblant, au milieu du parfum des lits et du désinfectant. Miss Marple, arrivant avec un panier de scones pour le thé du presbytère,
s'attarda discrètement dans l'embrasure de la porte. Elle ne posa qu'une seule question. Les œillets avaient-ils été déposés avant ou après la lecture de la lettre de Madame Larkin? Beatty, surpris, répondit « Après, madame ». Elle changea la présentation du blanc au rouge. Miss Marple hocha la tête comme si ce détail confirmait une idée intime sur le tempérament humain et se retira discrètement avant que l'inspecteur ne puisse la remarquer. Dans le jardin d'en face, une grive se mit à chanter, et elle resta un long moment à l'écouter, le regard pensif derrière la dentelle de son chapeau de soleil. Le regard de Miss Marple s'attarda sur les bouts de papier épars, tandis qu'elle dépassait d'un pas léger le corps, et l'inspecteur Craddock, inquiet. Le mot taché, à moitié dissimulé sous une rose tombée, semblait presque délibérément placé, comme si Madame Larkin souhaitait qu'il soit vu sans être compris. L'inspecteur, les sourcils froncés, parlait par phrases saccadées à Beatty, dont les mains tordaient sans cesse son tablier. Le vicaire avait mentionné quelque chose d'étrange hier, balbutiant Beatty. Il avait dit que Madame Larkin attendait quelqu'un. Elle n'avait pas précisé qui. L'inspecteur Craddock hocha vivement la tête, mais ne fit aucun commentaire. Mademoiselle Marple, cependant, nota le détail avec une patience méticuleuse, notant le changement de regard de Beatty à chaque fois qu'il la regardait. De la peur, pensa-t-elle, mais pas seulement pour la mort. Il y avait autre chose, quelque chose de plus angoissant que l'inquiétude, un frémissement de conscience peut-être, ou le résidu d'un secret. Dehors, les villageois se rassemblèrent, attirés par la nouvelle comme des abeilles, vers une ruche dérangée. Monsieur Finch était revenu, soi-disant pour proposer son aide, mais son front rose et son expression tendue trahissaient son malaise. Mademoiselle Weatherby murmura, à qui voulait l'entendre qu'elle avait entendu parler d'une querelle familiale vieille de plusieurs années, entre les Larkin et un fleuriste voisin, qui avait fermé boutique dans des circonstances suspectes. Je suppose qu'une femme qui compose des fleurs avec autant de soin a des ennemis, dit-elle en inclinant son chapeau contre le soleil matinal. Pourtant, dans sa voix, Mademoiselle Marple percevait le mélange habituel d'envie et de peur, la popularité sociale se mesurant à mesure que l'histoire se répandait. Au presbytère, autour d'une tasse de thé, Miss Marple observa comment les ragots changeaient à l'arrivée de chaque villageois. Madame Pettigrew, dont le fils gérait la boulangerie, était persuadée que le motif était financier. Elle se souvenait que Madame Larkin avait été particulièrement attentive à certaines livraisons récentes de lys rares. « Les choses chères sont toujours source d'ennui », murmura-t-elle. Pendant ce temps, le colonel Traherne, assis avec raideur près de la fenêtre, insistait sur le fait que ce crime était le genre de crime né d'une longue rancune, une insulte enfouie et soudain vengée. La conversation tournait en rond, se chevauchait et se contredit, formant une subtile mosaïque de demi-vérités et de ressentiments cachés. Miss Marple notait chaque contradiction et chaque nuance. Un détail qui paraissait insignifiant aux autres ne lui échappa pas la disposition des roses. Des œillets rouges dominaient la présentation qu'elle avait vue avant de quitter la boutique, mais les restes indiquaient que le blanc avait prédominé lors de la découverte du corps. Ce changement était plus qu'esthétique. Le rouge, songea Miss Marple, était la couleur de l'attention, de l'accusation et peut-être, soupçonna-t-elle, d'un avertissement laissé délibérément ou inconsciemment par le défunt. Elle remarqua également l'angle sous lequel un petit arrosoir en laiton s'était renversé. Il avait manifestement été déplacé et non tombé accidentellement. Quelqu'un est passé ici après la chute de Madame Larkin. À midi, l'inspecteur Craddock avait recueilli les dépositions officielles des vendeurs
et des voisins. Pourtant, les preuves semblaient inégales, fragmentaires et facilement mal interprétées. On dirait une dispute soudaine, dit-il à voix haute, mais Miss Marple, examinant discrètement les différentes couches du comportement humain, remarqua l'absence de passion dans ses déclarations. Il n'y avait eu ni cri, ni lutte apparente, hormis l'ecchymose au cou et les fleurs renversées. C'était un acte délibéré, mesuré et soigneusement chronométré. Miss Marple s'éloigna du presbytère de quelques pas et s'engagea dans la ruelle adjacente, où les parfums du marché se mêlaient au reste de fleurs du jardin. Elle écoutait les murmures étouffés des femmes qui s'attardaient, spéculant sur les motivations et débattant du rôle du vicaire dans la fête à venir. Une déclaration et son particulier retint son attention. Madame Gibbons, connue pour sa langue acérée, murmura « J'ai toujours pensé que les fleuristes, entre tous, avaient quelque chose à cacher. Tant de secrets dans ces délicats pétales. » Les lèvres de Miss Marple se retroussèrent légèrement. La remarque était vraie, mais elle en révélait plus sur l'esprit de Madame Gibbons que sur celui de quiconque. L'observation se rappela, elle, portait rarement sur ce qui était dit. Elle se concentrait sur ce qui passait inaperçu entre les mots. L'interaction subtile des personnages et des circonstances offrait à la détective un tableau qu'elle pouvait déchiffrer plus aisément que n'importe quel rapport officiel. Chaque villageois, par sa réaction, trahissait un certain degré d'intérêt personnel, de peur ou d'envie. Miss Marple, patiente comme toujours, laissait les histoires se mélanger, formant un réseau de possibilités. Aucun des suspects n'avait encore pleinement révélé son mobile, les fausses pistes étaient mûres, tentantes à la portée de tout enquêteur désireux de tirer des conclusions hâtives. Alors que l'après-midi touchait à sa fin, une arrivée soudaine et inattendue attira l'attention. Monsieur Cédric Larkin, le neveu du défunt, apparut à la grille du presbytère. Sa présence fit aussitôt jaser, car il était connu pour ses disputes avec sa tante au sujet de la gestion de la boutique et de l'héritage. Pourtant, ses manières étaient polies, presque anxieuses, et son regard trahissait une hésitation inhabituelle pour un homme accusé, du moins devant un tribunal, de commérage. Miss Marple, perspicace quant aux subtilités du comportement humain, remarqua qu'il s'attardait sur le seuil, sans avancer ni reculer complètement. Il avait quelque chose à dire, ou peut-être quelque chose à cacher. L'inspecteur s'avança pour le saluer, et les villageois l'observèrent, silencieux mais impatients. Durant ce bref échange, Miss Marple observa chaque tressaillement, chaque hésitation prudente. L'histoire de Cédric nécessiterait vérification, mais elle sentait que la révélation de la vérité exigeait de la patience. Les ombres de l'après-midi s'allongeaient, et le parfum des roses se mêlait à une vague et âcre trace de peur et d'intrigue. Elle retourna au presbytère juste au moment où l'horloge sonnait 4 heures, réfléchissant silencieusement à l'énigme, au bout de papier, au passage du blanc au rouge et aux petits signaux cachés que personne d'autre ne semblait percevoir. Quelque chose dans les fleurs, pensait-elle, avait été conçu comme un message, et elle comptait bien le comprendre pleinement. Et tandis que l'horloge du village sonnait, un faible murmure parmi les fenêtres laissait entendre que l'après-midi avait donné naissance non seulement à des spéculations, mais au premier mouvement subtil de révélation. L'arrivée de Cédric Larkin avait suscité plus qu'une simple curiosité, elle semblait résonner dans le village comme la faible vibration d'une cloche depuis longtemps silencieuse. Miss Marple, assise en silence près de la fenêtre du presbytère, observait les gestes subtils du jeune homme. Il évitait le regard direct de Madame Pettigrew, tout en s'attardant juste assez pour laisser le regard du colonel Traherne le parcourir.
Quelque chose dans son hésitation trahissait non seulement la culpabilité, mais aussi l'incertitude quant à ce que les autres attendaient, et peut-être aussi l'incertitude quant à ce qu'il avait vu. L'inspecteur Craddock, carnet en main, s'avança résolument vers Cédric, posant des questions avec la vivacité naturelle des hommes rompus aux procédures officielles. « Où étiez-vous au moment de l'incident avec votre tante ?» Cédric déglutit et s'éclaircit la gorge, répondant qu'il marchait dans l'allée derrière la boutique, vérifiant une livraison d'orchidées qu'il comptait acheter pour la fête. Son ton était mesuré, posé, mais légèrement défensif. Un détail n'échappa à personne, même si ses bottes portaient une légère trace de terre, discordante avec les allées soignées du jardin. Miss Marple le remarqua avec un intérêt discret. Pendant ce temps, le village vibrait de spéculations. Mademoiselle Weatherby s'approcha du presbytère, murmurant à qui voulait l'entendre que l'héritage de Cédric avait été un sujet de discorde. Madame Gibbons, debout non loin de là, hocha la tête d'un air entendu, ajoutant qu'un jeune homme qui pensait à l'argent pouvait commettre les actes les plus graves sous couvert de civilité. Mademoiselle Marple observa que ces conjectures murmurées, bien que truffées de préjugés, éclairaient la façon dont les secrets et les attentes façonnaient le comportement extérieur des villageois. De retour à l'intérieur, Bitty Long s'agitait, les mains jointes sur ses genoux. « J'ai cru voir Madame Larkin parler à quelqu'un la veille au soir, » admit-elle, les yeux écarquillés et prudents. « Un homme, grand, chapeau baissé. Je ne l'ai pas reconnu. » L'inspecteur Craddock prit note et se tourna pour insister. Mais le regard perçant de mademoiselle Marple remarqua l'incohérence. La description de Bitty était celle d'une personne volontairement discrète, et pourtant, elle avait prétendu ne rien reconnaître. La contradiction, aussi légère fût-elle, suggérait soit de la peur, soit de la dissimulation. L'une ou l'autre possibilité pouvait éclairer le déroulement des événements. L'après-midi s'approfondit et Miss Marple décida de retourner elle-même chez le fleuriste, demandant la permission à l'inspecteur Craddock. L'air était chargé d'un parfum de rose et de lilas écrasés. Parmi les fleurs, elle remarqua de subtiles irrégularités, une légère trace d'encre sur le comptoir, des pétales déplacés selon un motif incohérent avec un mouvement ordinaire, et l'arrosoir en laiton, maintenant droit mais légèrement incliné. Quelqu'un avait tenté de restaurer les apparences, mais avait négligé des détails qui trahissaient sa présence. De petits gestes délibérés, pensa-t-elle, un comportement humain laissant des traces involontaires. Une visiteuse arrive à l'improviste. Madame Bellamy, une parente éloignée, affirmait avoir reçu un mot de Madame Larkin demandant une consultation privée sur des compositions florales. Ses mains étaient soigneusement gantées, même si le gant gauche présentait une petite déchirure au poignet. « Je suis venue dès que j'ai pu », dit-elle d'un ton qui tentait de masquer la tension. Mademoiselle Marple remarqua le contrôle de sa voix, cette manière de parler conçue pour exprimer l'urgence sans panique. Le salon du vicaire, autrefois lieu de recueillement silencieux, semblait désormais chargé d'une négociation silencieuse de la vérité. L'inspectrice interrogea Madame Bellamy avec attention, notant ses souvenirs précis des heures et des déplacements. Mademoiselle Marple, cependant, remarqua le léger tressaillement lorsqu'elle mentionna le rôle de Bitty dans les préparatifs. Une subtile exagération, remarqua-t-elle, comme si la présence de la jeune assistante pouvait détourner l'attention d'un autre fait encore non dit. Et lorsque Madame Bellamy parla du mot déchiré retrouvé dans la poubelle, l'œil perçant de Mademoiselle Marple capta une lueur de reconnaissance dans son expression, une reconnaissance de l'importance du papier, sans pour autant révéler son savoir.
Dehors, les villageois poursuivaient leur surveillance discrète. Madame Pettigrew murmura avoir entendu le colonel Traherne faire allusion à une rivalité de longue date entre Madame Larkin et une autre commerçante locale dont le commerce avait fait faillite des années auparavant. On disait que le succès de Madame Larkin avait été source d'envie et de ressentiment. Dans l'ombre vacillante du portail du jardin, Mademoiselle Marple songeait à la façon dont l'envie et l'ambition, soigneusement dissimulées sous une certaine politesse, pouvaient souvent précipiter les actes les plus choquants. L'inspecteur, impatienté par les conjectures, pressa Cédric Larkin de lui fournir une chronologie précise. Mais la mémoire de Cédric vacillait. Une livraison mal mémorisée, une lecture d'horloge mal placée, de petites hésitations pouvaient toutes l'incriminer. Pourtant, l'expérience de Miss Marple lui permit de constater que les trous de mémoire n'étaient pas toujours un signe de culpabilité. Ils reflétaient souvent la fragilité humaine, la nervosité ou une tentative de concilier intérieurement des informations contradictoires. À l'approche du crépuscule, Miss Marple errait parmi les tombes derrière l'église, le parfum de l'onagre se mêlant au léger arôme des roses déposées dans la boutique de Madame Larkin. Elle repensait aux petits détails révélateurs, la couleur changeante des œillets, le papier éparpillé, l'arrosoir penché, les mains gantées, les rivalités murmurées. Chacun était un fragment d'un schéma plus vaste et complexe qu'elle démêle en temps voulu avec patience et une perspicacité subtile. Le comportement humain, se rappelait-elle, mentait rarement, il dissimulait simplement la vérité sous des couches que seule l'observation pouvait percer. Un bruissement soudain provenant de la haie attira son attention. Un chat se faufila dans l'ombre, observateur silencieux. Dans cette brève interruption naturelle, Miss Marple aperçut le reflet du village lui-même, attentif, prudent, plein de mouvements cachés sous une surface apparemment tranquille. Elle se redressa, sentant que les fils du puzzle commençaient à s'entremêler, même si le nœud final restait invisible, attendant que la main habile de la compréhension le démêle. Les pensées de Miss Marple s'attardèrent sur les motifs qu'elle avait remarqués, l'inclinaison prudente de l'arrosoir, le déplacement subtil des pétales, les incohérences de la chronologie de Cédric Larkin. Le village, apparemment calme dans la douce pénombre, commençait à ressembler à un décor propice à une observation attentive, chaque personnage agissant avec une prudence délibérée. Elle retourna à la boutique du fleuriste, désormais bouclée par l'inspecteur Craddock, dont le carnet semblait s'alourdir à chaque déclaration incertaine. Bitilon rôdait près du comptoir, se tordant les mains. « Je repense à ce que j'ai vu la veille. Juste une ombre se déplaçant entre les présentoirs, admit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Miss Marple ne répondit pas immédiatement, mais observa attentivement le regard de Bitty se poser à plusieurs reprises sur les bouts de papier dans la poubelle. Le malaise de la jeune fille était sincère, mais teinté d'hésitation, comme si une parcelle de connaissance n'avait pas encore émergé. L'expérience de Miss Marple lui avait appris que la peur masquait souvent une vérité qu'on pouvait extirper par un questionnement subtil. Pendant ce temps, l'inspecteur Craddock avait convoqué Cédric pour lui montrer sa démarche supposée le long du chemin. Les bottes du jeune homme raclaient soigneusement le gravier, mais la faible trace de terre restait incohérente avec les allées de jardin impeccables qu'il prétendait avoir empruntées. Impossible d'être précis quant au pas dans la lumière du soir, insista Cédric, mais Miss Marple remarqua le léger serrement de sa mâchoire. Un faux pas peut-être, ou une tentative instinctive de dissimuler un fait? La question restait en suspens entre eux. L'arrivée de Madame Bellamy ajouta une nouvelle couche de tension.
Elle se déplaçait parmi les fleurs avec une grâce posée, ses mains gantées, effleurant les pétales, et parla des compositions florales prévues par Madame Larkin pour la fête. Ses paroles, bien qu'apparemment innocentes, avaient une portée subtile. Elle mentionna les œillets rouges, ceux-là même qui avaient supplanté les blancs. Elle insista pour qu'ils soient bien en évidence, dit Madame Bellamy en jetant un coup d'œil à Cédric. Elle aimait les choses audacieuses, peut-être trop au goût de certains. Sa voix portait une légère nuance, une ombre de prudence qui n'échappa pas à l'observation perspicace de Miss Marple. Dehors, les villageois chuchotaient, spéculant sur les motivations avec une vigueur croissante. Mademoiselle Weatherby supposait que l'héritage de Cédric et le contrôle méticuleux de Madame Larkin sur la boutique étaient source de friction depuis des années, tandis que Madame Pettigrew insistait sur l'argument financier, suggérant que des fleurs rares et des transactions privées pouvaient facilement dissimuler des dettes ou des transactions secrètes. Le colonel Traherne, toujours précis et légèrement distant, marmonnait à propos de la rivalité de longue date avec le fleuriste en faillite de l'autre côté de la place. Chaque point de vue révélait non seulement les préjugés des villageois, mais aussi la manière dont les ressentiments privés pouvaient façonner l'opinion publique, occultant souvent complètement la vérité. Miss Marple, patiente et discrète, remarqua que, si les interprétations des villageois variaient, les comportements fondamentaux, les petits gestes, les subtiles incohérences et les remarques entendues demeuraient cohérents. C'était dans ces schémas, plutôt que dans une déclaration isolée, que se cachait la vérité. Le mouvement des pétales, l'inclinaison d'un arrosoir, la trace de terre, le scintillement d'un regard étaient autant de signes, facilement ignorés par ceux qui exigeaient des preuves évidentes. Tandis que l'inspectrice interrogeait les vendeuses, un léger changement de posture se produisit dans la posture de Bitty. Ses doigts se serraient, son regard se portant vers la porte comme si elle attendait quelqu'un. Miss Marple s'approcha doucement. « Bitty, quelqu'un est-il venu au magasin hier soir, après la fermeture ?» La jeune fille hésita, puis chuchota. « J'ai cru voir Monsieur Finch revenir, mais je n'en étais pas sûr. Il faisait sombre et il se déplaçait si vite. » Miss Marple hocha la tête en silence, classant son observation avec les autres. Le timing, le mouvement et la présence, chaque détail, s'il était observé avec attention, pouvait éclairer le mobile. Un coup frappé à la porte attira l'attention, et M. Finch entra en personne, l'air légèrement rouge, bien que son chapeau fût resté parfaitement en place. « Je suis venu clarifier, dit-il, la livraison de Lise dont j'avais parlé au vicaire. C'était pour la fête de l'église. » L'inspecteur Craddock l'interrogea formellement, mais mademoiselle Marple, finement au fait des subtilités, remarqua le léger tremblement de ses mains et le serrement presque imperceptible de sa bouche. L'explication publique était précise, répétée, mais l'énergie nerveuse trahissait une tension sous-jacente. Le jour déclinait, les ombres s'épaississent, et Miss Marple déambulait tranquillement parmi les étalages, scrutant du regard des détails passés inaperçus. Elle remarqua la disposition des lisses, encore légèrement de travers, et les restes du papier déchiré. Chaque fragment était une trace symbolique d'urgence, de secret et d'erreur humaine. C'était comme si les fleurs elles-mêmes détenaient un souvenir, préservant ce que certains souhaitent dissimuler. Miss Marple songea à la façon dont l'ordre extérieur masquait souvent la discorde intérieure, et comment le moindre détail penché, une tache, un pétale mal placé pouvait trahir la façade la plus soigneusement entretenue. À l'entrée de la boutique, elle marque une pause, remarquant le regard hésitant de Cédric vers le presbytère, comme s'il hésitait à partir ou à s'attarder. Madame Bellamy,
non loin de là, évoquait la méticulosité de sa défunte tante, soulignant que Madame Larkin avait toujours été exigeante avec les plantes comme avec les gens. Les pensées de Mademoiselle Marple se tournèrent vers l'intérieur, reliant les fils de l'envie, du contrôle, du secret et des gestes humains subtils. Les pièces s'alignaient discrètement, même si le tableau complet restait obscurci par des couches de confusion et de peur. Un craquement soudain provenant de la rue attira son attention. Par la fenêtre, elle aperçut une silhouette qui s'éloignait dans la brume du soir, une ombre parmi les ombres. Personne d'autre ne le remarqua. C'était un mouvement ténu, presque invisible, mais pour Miss Marple, il résonnait comme la note clé d'un accord. Quelqu'un observait, ou peut-être agissait sans être vu, et sa présence, avec le temps, aurait une grande importance. Elle se redressa, sentant que le jour qui s'élevait avait semé les premières graines de la compréhension, même si la récolte exigerait patience, discernement et la patience silencieuse que seule l'observation pouvait procurer. La lumière déclinante du soir projetait une douce lueur sur la boutique, soulignant les légères taches sur le comptoir et l'alignement irrégulier des lisses. Miss Marple se déplaçait parmi les étalages avec l'œil exercé de celle qui voit plus loin que les autres. Chaque pétale, chaque ruban mal placé, chaque minuscule tache d'encre murmurait sa propre vérité. Elle s'arrêta près de l'arrosoir en laiton, maintenant droit mais légèrement décentré, et se demanda comment un si petit détail pourrait signifier une intervention humaine, délibérée ou non. Le monde extérieur semblait se taire, comme si le village lui retenait son souffle, attendant une révélation. Cédric Larkin s'attarda près de la porte, soi-disant pour parler à l'inspecteur Craddock de l'itinéraire de livraison qu'il avait emprunté. Mais Miss Marple remarqua ses mouvements de va-et-vient, ses doigts effleurant son manteau comme pour chercher du réconfort. Bitty Long, toujours près du comptoir, évitait son regard, tout en le jetant à la dérober lorsqu'elle pensait que personne ne l'observait. Miss Marple remarqua que la peur s'exprimait souvent par l'évitement, tandis que la culpabilité ou la dissimulation préférait l'observation furtive. De petits signes, souvent négligés, en disaient long à ceux qui étaient prêts à les interpréter. L'inspecteur Craddock interrogea à nouveau Cédric, l'insistant pour obtenir des heures et des mouvements précis. Les souvenirs de Cédric vacillèrent légèrement. Une hésitation ici, un regard égaré là. Il affirmait n'avoir vu personne après avoir quitté le chemin, mais la terre sur ses bottes suggérait le contraire. Miss Marple remarqua ces incohérences, les comparant mentalement au récit de Bitty concernant une ombre se déplaçant parmi les vitrines. Les détails ne formaient pas encore un motif complet, mais les contours d'un motif commençaient à se dessiner. Madame Bellamy, délicatement assise près de la caisse, parla de nouveau des habitudes méticuleuses de Madame Larkin. Elle insista sur l'ordre de la boutique, comme sa tante s'attendait à un agencement précis de chaque fleur, de chaque vase, de chaque ruban. Même le plus petit oubli, dit-elle en tapotant le comptoir de sa main gantée, ne passerait pas inaperçu. Mademoiselle Marple réfléchit à la question, réalisant que quelqu'un connaissant parfaitement les habitudes de la boutique pouvait manipuler les apparences pour tromper ou dissimuler ses intentions. C'était une forme subtile de contrôle, exercée discrètement mais avec force. Dehors, les villageois chuchotèrent de nouveau. Mademoiselle Weatherby suggéra que la querelle entre Cédric et sa tante au sujet de la gestion du magasin avait peut-être dégénéré dans l'ombre. Madame Pettigrew affirmait que les lys rares eux-mêmes étaient une source de tentation financière, émotionnelle et sociale. Le colonel Traherne
resta obstinément concentré sur les vieilles rivalités et les affronts de longue date, établissant des liens plausibles, mais peut-être délibérément trompeurs. Chacun de ces récits, bien que erroné, contenait un fond de vérité humaine dont les apparences masquaient souvent les ressentiments, et le point de vue de chaque villageois était teinté de préjugés personnels. L'attention de Miss Marple se reporta sur Bitty, dont les mains tremblantes trahissaient plus que des mots. « Quelqu'un est-il parti après que Madame Larkin vous ait parlé la veille ?» demanda-t-elle doucement. Bitty hésita, puis admit avoir aperçu une silhouette passant rapidement devant la vitrine, la tête baissée, presque invisible dans la pénombre. Il était impossible, insista la jeune fille, de l'identifier, mais Miss Marple savait que ces aperçus fugaces avaient souvent une signification cruciale. L'œil humain, songea-elle, oublie rarement complètement ce qu'il voit, même à l'ombre de la peur. L'inspecteur, impatienté par les conjectures, se concentra sur les preuves tangibles meurtrissures. Taches, bout de papier. Miss Marple, en revanche, considéra le glissement symbolique des œillets blancs vers les œillets rouges, l'arrosoir penché, la tache d'encre évoquant une fleur, les mouvements calculés de ceux qui entraient et sortaient du magasin. Chaque objet, chaque geste, chaque hésitation transmettait un message, intentionnel ou non, sur le comportement humain et ses intentions cachées. Dans ces subtils glissements réside la vérité tacite. Le regard de Cédric se posa sur les pétales épars, s'attardant plus longtemps que nécessaire, comme s'il marquait inconsciemment une limite ou un chemin. Miss Marple remarqua les légers mouvements, les regards furtifs vers les fenêtres, les mains effleurant le comptoir d'une manière qui suggérait à la fois anxiété et dissimulation. Les mains gantées de Madame Bellamy gesticulaient avec précision, mais la légère déchirure d'un gant laissait deviner un oubli, un détail qu'elle aurait pu croire insignifiant. Miss Marple nota chaque observation, consciente que l'erreur humaine révélait souvent ce qu'une planification minutieuse cherchait à masquer. Les ombres du soir s'épaississent, et la boutique, autrefois vibrante du parfum et des couleurs des fleurs d'été, semble chargée de tensions silencieuses. Les pétales épars et les rubans en désordre devinrent plus qu'un simple ornement, ils étaient les symboles d'un ordre perturbé, de secrets mis à nu sous l'œil attentif d'un observateur patient. Chaque récit de villageois, chaque hésitation, chaque incohérence mineure contribuait à entretenir un réseau de suspicions grandissant, un réseau où motivation, opportunité et personnalité s'entremêlent. Alors que Miss Marple reculait pour inspecter la boutique, elle remarqua une légère trace de terre près du seuil, menant à la ruelle au fond. C'était subtil, presque imperceptible, mais significatif. Quelqu'un était parti précipitamment, laissant une trace, tout en essayant de restaurer les apparences. Son esprit commença à retracer les chemins possibles, le timing et l'interaction des comportements des personnages. L'histoire réalisateur ne se dévoilait pas seulement dans les actions manifestes, mais dans les détails discrets, souvent négligés, du langage de la nature humaine, écrit dans les gestes, les mouvements et les petits objets. Un léger grincement provenant de la porte de derrière attira son attention. Elle aperçut une ombre fugace se faufiler dans la ruelle, une silhouette se déplaçant avec une discrétion délibérée. Personne d'autre ne le remarqua. Pour Miss Marple, l'indice suffisait à indiquer que quelqu'un observait ou peut-être s'éloignait pour éviter d'être découvert, et sa présence, avec le temps, révélerait des informations cruciales. Elle se redressa, sentant que les fils de cette énigme se rapprochaient, convergeant d'une manière qui exigeait patience, discernement et la délicatesse que seule une
Observation attentive pouvait permettre de démêler. Miss Marple s'attarda dans la lumière tamisée, son regard scrutant la faible trace de terre qui menait à l'allée. Les mouvements subtils, les pétales épars, les incohérences mineures dans les récits de Cédric et Beatty formaient un schéma que d'autres auraient pu ignorer, mais qu'elle lisait avec la clarté d'une observatrice patiente. Même le léger grincement de la porte de derrière, maintenant fermée, suggérait un mouvement délibéré, un geste destiné à dissimuler plutôt qu'à révéler. Elle se fit un devoir de revisiter cette allée aux premières lueurs du matin. Parfois, la trace infime trace au cœur des motivations humaines. L'inspecteur s'adressait à Madame Pettigrew et à Mademoiselle Wetherby, les pressant de se remémorer la semaine écoulée. Leur voix, crispée par l'empressement à contribuer, en disaient plus sur leurs propres préjugés que sur la vérité du crime. Mademoiselle Pettigrew insistait sur le fait que le succès grandissant de Madame Larkin avait suscité la jalousie de ses contemporains, citant comme preuve le fleuriste abandonné depuis longtemps de l'autre côté de la place. Mademoiselle Wetherby hocha vigoureusement la tête, se remémorant de vagues disputes entendues des années auparavant, des incidents qui lui semblaient désormais étrangement pertinents. Miss Marple, cependant, remarqua les subtils embellissements, ceux de conteurs qui flairaient le scandale, et souhaitait le goûter avant de le comprendre. Cédric, toujours près de la porte, semblait agité, tripotant ses boutons de manchette. Son récit de la ruelle avait déjà été examiné, mais la tension persistait, visible dans sa mâchoire serrée et ses mouvements du regard. Madame Bellamy, assise non loin de là, l'observait avec un calme qui masquait quelque chose derrière une précision sereine. Ses mains gantées reposent légèrement sur ses genoux, mais la légère déchirure d'un gant demeurait un détail que Miss Marple ne pouvait ignorer. Cela suggérait une insouciance sous tension, un lapsus humain qui pouvait révéler bien plus qu'elle n'avait encore déchiffré. La conversation revient sur le changement de composition florale. Les œillets rouges avaient remplacé le blanc, un détail remarqué par beaucoup, mais considéré comme insignifiant par personne. L'observation de Madame Bellamy, selon laquelle Madame Larkin avait insisté pour être mise en avant, laissait entrevoir une signification plus profonde. Miss Marple considérait le rouge comme un symbole d'avertissement, d'attention, de confrontation. Peut-être Madame Larkin voulait-elle signaler quelque chose, ou peut-être le changement avait-il été opéré par quelqu'un d'autre, consciemment ou non. Le message subtil des fleurs, songe à elle, pouvait souvent communiquer plus que des mots, et de manière plus dangereuse, plus aveugle. Dehors, les murmures continuaient, de plus en plus insistants, tandis que les villageois tentaient de démêler les mobiles à partir de griffes connues. Mademoiselle Wetherby supposait que l'héritage de Cédric, combiné aux exigences de Madame Larkin, aurait pu provoquer une confrontation. Madame Pettigrew ajoutait que des fleurs rares et coûteuses pouvaient dissimuler des transactions, voire des secrets, dépassant le simple cadre du commerce. Le colonel Traherne, toujours aussi précis, établissait des liens entre les arrangements soignés de Madame Larkin et les rivalités de longue date entre commerçants locaux, soulignant des incidents vieux de plusieurs années, mais fraîchement rappelés sous le poids de la tragédie. Mademoiselle Marple énumérait silencieusement chaque affirmation, consciente que les ragots recèlent souvent des éléments de vérité déguisés en spéculation. À l'intérieur, Beatty hésitait en évoquant l'ombre qu'elle avait aperçue la veille. Sa voix tremblait, et elle évitait le regard de Cédric, dont l'attention semblait attirée par la fenêtre donnant sur la ruelle. Miss Marple remarqua la synchronisation subtile, presque imperceptible, mais significative, de leurs réactions.
Chaque étincelle d'attention, chaque hésitation pouvait en révéler davantage sur les mouvements invisibles de cette nuit-là que n'importe quelle déclaration directe. L'observation se rappela elle, exigeait autant de patience que d'acuité. L'inspecteur Craddock s'approcha du comptoir et souleva un des pétales tombés pour l'inspecteur. Il murmura qu'il s'agissait peut-être d'une lutte, mais Miss Marple remarqua qu'il n'y avait aucune trace de violence, hormis une simple contusion et les fleurs en désordre. L'auteur du préjudice avait agi délibérément, laissant peu de traces. Le choix de la méthode, estimait-elle, suggérait une connaissance approfondie du lieu, une parfaite connaissance des habitudes du magasin et peut-être une volonté de transmettre un message sans confrontation directe. Le vicaire, de retour de sa tournée de l'après-midi, parla doucement à Miss Marple de l'urgence de rétablir le calme au village. « Les gens parlent. Jane, dit-il, les yeux embués d'inquiétude. Certaines histoires se propagent plus vite que la vérité, et les esprits les plus faibles s'y accrochent. » Miss Marple hocha la tête, comprenant que la tension naissante influencerait les comportements, façonnait les témoignages et pourrait inciter quelqu'un à agir prématurément, révélant ainsi ce qui autrement resterait caché. Un coup soudain à la porte de derrière fit sursauter Beatty, qui jeta un regard nerveux vers la ruelle. Miss Marple, attentive, remarqua une faible ombre se glisser derrière le verre dépoli. Personne d'autre ne semblait s'en apercevoir. C'était une intrusion momentanée dans le calme, un rappel que dans un village, les faits et gestes discrets échappent rarement à l'observation. La présence d'un observateur invisible, ami ou ennemi, introduit une dynamique susceptible d'influencer les motivations et de détourner l'attention, une variable qu'elle devait soigneusement considérer. Alors que le crépuscule s'épaississait, Miss Marple scruta les étalages, cataloguant la moindre irrégularité, les pétales épars, les rubans déplacés, la fine tache de terre, le gant déchiré. Chacun était un fragment d'une mosaïque plus vaste, témoin d'un comportement humain empreint d'intention, de peur et de calcul. Le calme apparent du village, songea-t-elle, masquait des courants sous-jacents de jalousie, de ressentiment et d'ambition personnelle, des forces suffisamment puissantes pour pousser au désespoir, voire au meurtre. Ses pensées revinrent à la ruelle, à l'ombre fugace et aux traces infimes ignorées de tous, sauf de l'observateur le plus patient. Chaque signe, chaque geste, chaque incohérence révélait des vérités cachées à découvrir. Dans le silence de la boutique, au milieu des parfums de roses et de lilas froissés, Miss Marple sentit les fils du puzzle se resserrer, même si l'image finale restait, de façon tentante, hors d'atteinte. La prochaine étape, comprit-elle, ne viendrait pas de la force ou de la preuve seule, mais de la subtile transformation de la nature humaine sous la pression, une pression qu'elle comptait observer attentivement. Miss Marple resta près de la fenêtre, observant la ruelle tandis que le crépuscule s'épaississait. L'ombre qu'elle avait aperçue plus tôt semblait désormais moins fugace dans sa mémoire, un rappel subtil que quelqu'un avait traversé le village avec détermination, invisible mais qui influença pourtant le cours des événements. Cédric Larkin, toujours aux aguets près de la porte, déplaça de nouveau son poids, jetant des regards répétés vers la ruelle comme s'il sentait sa présence sans pouvoir l'identifier. Son malaise était palpable, un signal silencieux à l'observateur patient que quelque chose restait inexprimé. Les mains de Beatty Long tremblaient légèrement tandis qu'elle repliait les rubans déplacés dans la boutique. « Je crois que quelqu'un est venu après la fermeture », admit-elle à voix basse, presque dans un murmure. Le regard perçant et perspicace de Miss Marple perça les nuances de sa posture, son hésitation,
la façon dont son regard se posait sur le comptoir et la poubelle. C'était un aveu subtil, teinté d'incertitude, mais qui confirmait les soupçons de longue date de l'inspectrice. Quelqu'un avait délibérément falsifié la scène pour tromper l'observation ou dissimuler une intention. L'inspectrice Craddock s'adressait à Madame Bellamy, qui avait repris ses commentaires méticuleux sur les habitudes de sa défunte tante. Elle savait toujours comment chaque fleur devait être disposée, remarqua Madame Bellamy en jetant un coup d'œil aux œillets déplacés. Le moindre oubli l'aurait profondément troublée. Mademoiselle Marple remarqua la légère emphase dans son ton, le choix judicieux de ses mots et la légère pression de ses mains gantées sur ses genoux. C'était une image de maîtrise, mais une déchirure dans le gant gauche laissait présager un léger dérapage, une imperfection que la vigilance humaine seule ne pouvait empêcher. Dehors, les murmures des villageois se faisaient plus insistants. Mademoiselle Weatherby racontait des conversations entendues la semaine précédente, soulignant les tensions entre Cédric et sa tante au sujet de la gestion du magasin. Madame Pettigrew se concentrait sur les implications financières des fleurs rares et de prétendues transactions privées, tandis que le colonel Traherne mettait en lumière des rivalités latentes depuis longtemps, soulignant des épisodes de jalousie et de affront restés sans réponse depuis des années. Chaque récit, bien que partial et fragmentaire, révélait des lueurs d'ambition et de ressentiment humain, fils que mademoiselle Marple tissait en silence dans sa trame mentale de l'affaire. Cédric, tentant d'expliquer ses mouvements, butait sur de petits détails. Taches de terre, souvenirs erronés et gestes subtils trahissaient plus que les mots eux-mêmes. Miss Marple observa avec quelle rapidité la peur pouvait déformer les souvenirs, créant une apparence de culpabilité là où il n'y en avait pas nécessairement. Pourtant, l'accumulation de ces incohérences mineures, conjuguée aux observations de Beatty, commençait à dessiner une séquence de mouvements qui exigeait un examen attentif. Un coup soudain à la porte de derrière fit sursauter Beatty, dont le regard se porta instinctivement vers l'allée. L'attention de Miss Marple s'aiguisa. Bien que personne n'entrait, le moment était curieux, presque délibéré. Le léger bruissement des feuilles à l'extérieur suggérait le passage d'une seconde silhouette, quelqu'un se déplaçant furtivement, soucieux d'éviter d'être repéré. Pour Miss Marple, la preuve résidait dans les traces laissées par les pétales dérangés. Une légère trace de terre et le parfum résiduel des fleurs d'été se mêlant à la légère odeur de moisi de l'air intérieur. Chaque signal était un murmure d'intention, subtil mais révélateur. L'inspecteur Craddock, de plus en plus frustré par les preuves indirectes, se concentra sur les contusions tangibles, les taches et les morceaux de papier déchirés. Mademoiselle Marple, quant à elle, se concentrait sur le symbolique, le passage des œillets blancs aux œillets rouges, l'alignement précis des vases, la légère tache d'encre ressemblante à une fleur, tout cela témoignait de la communication humaine et de la subtilité psychologique. Ce n'était ni la force brute, ni la confrontation ouverte qui avaient façonné ce crime, mais l'observation, la manipulation et la danse complexe du comportement humain. Pendant ce temps, Madame Bellamy dirigeait subtilement l'attention vers Cédric, soulignant son intérêt inné pour la boutique et les responsabilités que cela impliquait. Ses paroles, soigneusement mesurées, suggéraient la possibilité d'un mobile sans accusation directe. Miss Marple percevait la pression nuancée dans la formulation, l'insinuation tacite destinée à provoquer la réflexion et peut-être à révéler une réaction. Le comportement humain, se rappela-elle, exigeait rarement des mots pour trahir l'intention, les gestes intentionnels, l'emphase et les subtiles irrégularités suffisaient souvent.
Les ombres du soir s'épaissirent et Miss Marple reporta son attention sur Beatty. « Vous souvenez-vous d'avoir vu quelqu'un d'inhabituel passer devant la vitrine la veille de l'incident ?» demanda-t-elle doucement. Beatty hésita, puis admit une silhouette, grande, se déplaçant rapidement, qui baissait. Je ne pouvais pas voir son visage. Miss Marple classa cela avec les traces de terre, l'inclinaison de l'arrosoir et le gant déchiré. Autant de détails infimes formant un réseau de preuves accessibles uniquement à l'observateur patient. Finalement, un léger bruit provenant de la ruelle capta son pas attentif, discret et réfléchi. Elle aperçut l'ombre d'une silhouette qui s'éloignait dans le crépuscule, veillant à ne pas être vue. Pour Miss Marple, c'était la confirmation que quelqu'un était entré dans la boutique ou s'était attardé à proximité, invisible aux yeux des plus attentifs. La prochaine étape de l'enquête, elle le savait, consisterait à convaincre les éléments humains de se révéler, car c'était dans les comportements et non dans les objets seuls que résidait la vérité. Alors que la nuit tombait sur St. Mary Mead, le parfum des roses et des lilas écrasés persistait dans la boutique du fleuriste, mêlé à de vagues traces de peur, d'impatience et de ressentiment cachés. Miss Marple se tenait silencieuse, absorbant les subtilités des gestes, des postures et des tensions exprimées, consciente que le calme apparent du village dissimulait un labyrinthe de secrets. La journée avait dévoilé des fragments, des signaux subtils et de faibles échos de vieilles rancœurs des fils qu'elle suivrait avec patience, clarté et une compréhension méticuleuse de la nature humaine. Miss Marple s'attardait près du comptoir, son regard scrutant la faible trace de terre qui menait à l'allée. Le souffle du vent contre la vitre semblait presque conspirateur, porteur d'un parfum de pétales écrasés et de terre humide. Betty Long, debout à proximité, évitait de regarder Cédric Larkin, dont la présence restait tendue, ses regards vers l'allée trahissant une préoccupation inquiète. Chaque geste subtil, chaque mouvement contenu racontait une histoire que Miss Marple apprenait à déchiffrer avec une précision silencieuse. L'inspecteur Craddock, de plus en plus concentré sur les preuves tangibles, se tourna vers les bouts de papier de la poubelle. Il fronça les sourcils en voyant la tache d'encre vaguement en forme de fleur, murmurant qu'il était difficile d'interpréter ce qui pouvait être une marque accidentelle. Miss Marple, cependant, comprit que ce motif était une communication symbolique au-delà des mots, le reflet d'une intention humaine déguisée en hasard. C'était le genre de détail qu'un observateur ordinaire aurait ignoré. Et pourtant, il en disait long sur une manipulation minutieuse et un sens caché. Madame Bellamy, assise près de la caisse, dans une posture impeccable, commentait les exigences de sa défunte tante en matière de composition florale. Ses mains gantées, posées délicatement sur ses genoux, trahissaient un léger tremblement, une légère lapsus humaine, inaperçue de tous, sauf des plus attentifs. Même le plus infime changement aurait été remarqué, dit-elle d'une voix calme mais posée, insistant sur le contrôle, la vigilance et les subtiles pressions de la responsabilité. Miss Marple notait chaque mot, chaque geste, notant comment le sang-froid pouvait masquer la tension et comment la plus petite imperfection pouvait révéler des vérités cachées. Dehors, les villageois continuaient leurs spéculations. Mademoiselle Weatherby, désireuse d'apporter sa contribution, remarqua la tension entre Cédric et sa tante, suggérant que les disputes concernant la gestion du magasin avaient pu dégénérer en conséquences imprévues. Madame Pettigrew, avec son souci habituel des questions financières, souligna la valeur potentielle des fleurs rares et fit allusion à des transactions secrètes. Le colonel Traherne évoqua de vieilles rivalités, citant des incidents oubliés depuis longtemps par la plupart,
mais dont la mémoire vive s'imprégnera chez ceux qui observent les tendances au fil du temps. Chaque commentaire, bien que biaisé, offrait des indices subtils sur la dynamique en jeu. Miss Marple concentra son attention sur Cédric, notant les subtils signes dans sa posture, le serrement de ses épaules, l'hésitation dans son regard, la façon dont il effleurait son manteau comme pour chercher du réconfort. Chaque mouvement était un signal, une révélation subtile d'un conflit intérieur ou d'une connaissance cachée. Le regard de Batty oscillait nerveusement entre lui et le comptoir, comme pour jauger sa réaction, tandis que la légère déchirure du gant de Madame Bellamy rappelait à Miss Marple la fragilité de la vigilance humaine sous pression. Un coup frappé à la porte de derrière fit sursauter Beatty. Le regard de Miss Marple se porta sur la ruelle, où les ombres semblaient maintenant s'allonger anormalement, se confondant avec la pénombre du soir. Le mouvement était délibéré, mesuré, presque prudent, mais déterminé. Qui que ce soit entré ou il s'attardait à proximité, était attentif à l'observation et cherchait à manipuler la perception. C'était une intrusion subtile dans l'équilibre fragile de la boutique, révélant à la fois intention et retenue. La voix de Cédric rompit le silence. « Je vous assure, je n'avais aucune raison de m'approcher de la boutique après ma promenade, dit-il avec une sincérité qui suggérait à la fois la vérité et l'art de la dissimulation. Miss Marple écouta attentivement, notant le choix des mots, l'emphase, les pauses. Ce n'était pas ce qu'il disait qui comptait, mais les nuances dans son débit, ses hésitations, ses évitements et ses signaux inconscients. Même la vérité, songea-t-elle, elle, pouvait être manipulée de manière à tromper ceux qui manquaient de patience et d'observation. L'inspecteur Craddock examina à nouveau les fleurs, alignant les œillets rouges et blancs et inspectant les nappes tachées d'eau. Peut-être s'agissait-il d'un accident, d'un contretemps soudain, songé, mais la disposition mesurée des perturbations, l'inclinaison de l'arrosoir, le déplacement précis des pétales disaient le contraire. Miss Marple catalogue silencieusement les incohérences, consciente qu'un acte délibéré se cachait souvent sous des apparences de désordre. Dans le comportement humain, elle le savait, l'intentionnalité laissait souvent des traces trop subtiles pour la perception ordinaire. Le jour avait cédé la place au crépuscule. Le village s'apaisait dans un silence gêné. Miss Marple remarqua comment chaque personnage avait révélé des vérités, petites mais importantes, à travers ses gestes, ses hésitations et ses interactions. Les bouts de papier déchirés, l'inclinaison de l'arrosoir en laiton, les incohérences des motifs du sol, les regards fugaces vers la ruelle, tout cela n'était que les fils d'une tapisserie d'intentions humaines. L'énigme se précisait, mais la trame finale restait inaccessible. Alors qu'elle se retournait pour partir, un léger mouvement dans l'ombre près du portail arrière attira son attention, une silhouette se retirant dans l'obscurité grandissante, veillant à ne pas se faire remarquer. Pour Miss Marple, cette présence confirmait que des mains invisibles avaient influencé les événements et que la prochaine étape pour percer le mystère exigerait non pas la force, mais la patience, l'observation et une lecture attentive de la nature humaine. Le village lui-même semblait retenir son souffle, conscient que la révélation approchait, même si personne ne pouvait encore prédire d'où elle viendrait. L'ombre ténue avait disparu dans la ruelle, laissant la boutique du fleuriste plongée dans une tension presque palpable. Miss Marple s'attardait près du comptoir, absorbant les subtils indices du comportement humain, le mouvement agité du regard de Cédric Larkin, les regards hésitants de Batty Long vers le fond, et le serrement presque imperceptible des mains gantées de Madame Bellamy. Chaque geste, aussi infime soit-il, contribue à tisser un réseau d'intentions, de secrets
et de possibles tromperies. On aurait dit que le village lui-même murmurait ses secrets par des gestes plutôt que par des mots. L'inspecteur Craddock, toujours absorbé par les preuves tangibles, examina les pétales. Éparpillés et les vases penchés. Difficile de déterminer qui a bien pu être ici après les heures de bureau, dit-il d'une voix teintée de frustration. Il n'y a guère plus qu'une ecchymose, un peu de terre et ses bouts de papier. Miss Marple, observant discrètement depuis un coin ombragé, voyait au-delà des traces physiques immédiates. Le changement de couleur des fleurs, du blanc au rouge des œillets, était délibéré, symbolique, un avertissement ou un signal destiné à quelqu'un capable de le déchiffrer. Rares sont ceux qui le remarqueraient, et encore moins ceux qui en interpréteraient le sens. Le comportement humain, se rappela elle, n'est jamais accidentel. La posture de Cédric s'était raidie. Je suppose que je devrais expliquer mes mouvements plus précisément, dit-il en s'efforçant d'adopter un calme mesuré. Miss Marple remarqua l'accent mis sur précisément et le léger tremblement de ses doigts. Je longeai l'allée, vérifiai les orchidées pour la fête, puis retournai à la boutique de ma tante pour vérifier les arrangements. Chaque mot semblait soigneusement choisi, presque répété. Pourtant, de légères incohérences le trahissaient, une légère trace de terre sur sa manchette, une hésitation à mentionner l'heure et son évitement de toute référence à la ruelle. Miss Marple énuméra chaque nuance, comprenant que vérité et dissimulation cohabitaient de souvent dans un même récit. Beatty, toujours près du comptoir, murmura quelque chose d'à peine audible. Je le vis, ou quelqu'un, près de la porte de derrière après la fermeture, s'agitait rapidement. Son regard se porta sur Cédric, dont le regard se porta sur la vitrine de la ruelle. L'échange, subtil et discret, laissait entrevoir une connaissance tacite, mais partagée par de brefs regards. Miss Marple observa avec une satisfaction silencieuse l'interaction de l'instinct humain à communiquer par geste, lorsque les mots sont trop dangereux pour être crus. La voix calme de Madame Bellamy dissipa la tension. Ma tante était méticuleuse, dit-elle en jetant un coup d'œil aux fleurs éparses. Le moindre oubli aurait attiré son attention. C'est pourquoi elle avait envoyé les œillets sur Reddit, comme un signal, un message à quiconque observait attentivement. L'esprit vif de Miss Marple assimila cela. Le rouge, pensa-t-elle, était la couleur de la confrontation, de l'attention et de la prudence. Quelqu'un avait mal interprété le signal, ou l'avait intentionnellement manipulé, pour tromper les observateurs. Dehors, les murmures du village s'étaient intensifiés. Mademoiselle Wetherby supposait que l'héritage de Cédric et son contrôle sur la boutique avaient alimenté des querelles privées, tandis que Madame Pettigrew soulignait les enjeux financiers des fleurs rares et suggérait la possibilité de transactions secrètes. Le colonel Traherne soulignait d'anciennes rivalités avec un niveau de détail qui impliquait une connaissance plus approfondie que ne pouvait en fournir la simple observation. Chaque récit, bien que fragmentaire et partial, contribue à enrichir le vaste tableau des motivations et des opportunités humaines. Miss Marple examina les morceaux de papier déchirés dans la poubelle. L'un d'eux portait une légère tache d'encre ressemblant à une fleur, écho symbolique de la composition d'œillets. Un autre portait une légère trace d'écriture, anguleuse, hâtive, mais familière. Elle en traça légèrement les bords du doigt, sentant la pression de l'intention derrière chaque trait. Le comportement humain, songea-elle, laissait une empreinte, non seulement dans les traces physiques, mais aussi dans les choix de gestes, de couleurs et de timing. L'auteur de l'acte avait été délibéré, prudent et pourtant inévitablement humain. La voix de Cédric interrompit ses pensées. Je vous assure que je n'avais aucune raison de m'attarder dans la ruelle. La ruelle était déserte, je n'ai vu personne.
Sa phrase hésita lorsque son regard croisa brièvement celui de Beatty. Cette légère hésitation, cette lueur de malaise suffisait à Miss Marple pour déceler l'interaction subtile entre peur et dissimulation. L'instinct humain de se cacher, elle le savait, était rarement totalement trahi par les actes, d'une manière que même les plus prudents ne pouvaient maîtriser. L'inspecteur Craddock se dirigea vers l'arrière, inspectant la ruelle à la recherche d'indices insoupçonnés. Miss Marple le suivit discrètement, remarquant de faibles empreintes de pas dans le sol qui ne correspondaient pas aux chaussures de Cédric, des éraflures suggérant un mouvement prudent et des traces de motifs partiellement effacées. Quelqu'un avait tenté d'effacer les traces de leur passage, mais la restauration imparfaite ne faisait que confirmer le caractère délibéré de leur action. La subtilité, songea Miss Marple, était souvent plus révélatrice qu'une action manifeste. La conversation revient sur la méticulosité de Madame Larkin. Madame Bellamy souligna la précision avec laquelle sa tante gérait fleurs et personnes, laissant entrevoir de possibles motivations cachées sous la civilité. Cédric, de plus en plus agité, jouait avec ses boutons de manchette, tandis que Beatty semblait sur le point de confesser, accablé par la peur mais contraint par la nécessité de l'honnêteté. L'interaction de ses forces, la peur d'être exposé, l'instinct de dissimulation, les signaux subtils contenus dans les gestes formaient le cœur de l'enquête. Alors que le crépuscule laissait place à la nuit, Miss Marple recula pour examiner la boutique. Les œillets rouges étaient toujours bien en évidence. L'arrosoir penché était presque imperceptiblement de travers, et le gant déchiré reposait près du comptoir, témoignage silencieux d'une erreur humaine mineure. Chaque détail, chaque geste, chaque petite incohérence témoignait d'une intention, d'une manipulation minutieuse et de la main invisible qui guidait les événements. La vérité, comprit-elle, n'émerge pas des seules preuves matérielles, mais de la patiente analyse du comportement humain sous pression. Un léger craquement dans la ruelle attira son attention. Elle aperçut une ombre se réfugier dans l'obscurité, cherchant à rester invisible. Pour Miss Marple, la signification était claire, quelqu'un avait agi délibérément, demeurant invisible aux yeux de la plupart, tout en laissant des traces d'intention. Les fils du mystère convergent, prêts à être tissés ensemble, et la prochaine révélation ne dépendra pas de la seule découverte, mais de la subtile orchestration du caractère humain, de l'observation et de la patience, de la perspicacité. La douce lueur des lanternes projetait de longues ombres sur le sol, tandis que Miss Marple évoluait avec précaution parmi les étalages, ressassant les événements des 2 derniers jours. Les œillets rouges se dressaient toujours, éclatant sur le fond discret des pétales blancs, signal silencieux dont la signification changeait subtilement au gré des interprétations de chaque observateur. L'arrosoir en laiton, légèrement penché, et le gant déchiré sur le comptoir étaient plus que de simples irrégularités. C'étaient des indicateurs d'intention humaine, des traces discrètes laissées par quelqu'un qui avait agi avec prudence, quoique imparfaitement. Chaque détail murmurait une histoire, et Miss Marple, avec sa patience et sa perspicacité, écoutait attentivement. Cédric Larkin, arpentant la porte, jouait avec ses boutons de manchette, son regard se portant par moments vers la ruelle. Beatty Long, debout au comptoir, jetait un regard nerveux vers lui, puis vers les bouts de papier abandonnés. L'interaction des regards, des gestes et des hésitations formait un dialogue silencieux, révélant des vérités qu'aucun mot ne pouvait pleinement exprimer. Le regard de Miss Marple, calme et précis, cataloguait chaque mouvement. Au village, elle le savait,
Les actes étaient souvent plus éloquents que les déclarations, et le subtil jeu de la peur, de la loyauté et de l'ambition pouvait éclairer même les intentions les plus soigneusement dissimulées. L'inspecteur Craddock, carnet en main, scruta à nouveau les bouts de papier, marmonnant sur la difficulté de déduire une séquence d'événements à partir de preuves aussi fragmentaires. Miss Marple, debout à une légère distance, considérait le poids symbolique de chaque élément, la tache d'encre en forme de vague fleur, le changement de couleur des œillets blancs en œillets rouges, la position de l'arrosoir et la petite trace de terre près de la porte arrière. Chacun était un fragment d'une mosaïque, un code de comportement et d'intentions humaines, attendant d'être déchiffré. Madame Bellamy, assise, les mains gantées soigneusement jointes sur ses genoux, parlait doucement des habitudes méticuleuses de sa défunte tante, soulignant le soin avec lequel elle disposait les fleurs et les attentes sociales. Sa voix, posée et posée, laissait deviner les pressions de l'ordre, la nécessité du contrôle et les subtiles influences sous-jacentes qui régissent les interactions. Mademoiselle Marple remarqua le léger tremblement de sa main gauche, la déchirure du gant, une imperfection humaine qui trahissait l'anxiété sous un calme apparent. Même la dissimulation la plus prudente, elle le savait, laissait des traces. La soirée s'était plongée dans un silence paisible, mais la tension persistait. Les murmures de querelle familiale de mademoiselle Wetherby, l'intérêt de madame Pettigrew pour les fleurs rares et chères, et les souvenirs de vieilles rivalités du colonel Traherne formaient la toile de fond sur laquelle se déroulait le drame humain central. Le témoignage de chaque villageois, bien que teinté de partialité, fournissait des indices subtils, une hésitation, un regard, un choix de mots, autant de signes révélateurs de vérités cachées, de ressentiment et d'intention. L'observation, la patience et la perspicacité psychologique étaient désormais les clés de la compréhension. Miss Marple se concentra à nouveau sur les morceaux de papier déchirés. Le plus grand portait une tache d'encre suggérant une fleur, faisant presque écho aux œillets rouges, tandis qu'un autre fragment portait la trace infime d'une écriture hâtive. Elle en traça les bords avec légèreté, consciente de la pression exercée par chaque trait, de l'instinct humain de laisser des traces involontaires. Quelqu'un avait agi délibérément, quoique imparfaitement, et le comportement pouvait révéler à la fois le mobile et l'identité. Chaque petite irrégularité, l'arrosoir penché, la tache de terre, le gant déchiré, contribuait à un récit cohérent pour l'observateur patient. Cédric, visiblement mal à l'aise, tente de reconstituer ses mouvements. Je longeai l'allée, vérifie les orchidées et retourne à la boutique. Je n'ai rien vu, personne, dit-il, chaque mot mesuré, mais teinté de tension. Miss Marple remarqua les subtiles incohérences, son hésitation à mentionner l'heure, son évitement de toute référence à la ruelle et la légère tache sur son poignet. Ce n'étaient pas des preuves définitives, mais des pièces d'un puzzle plus vaste, des fragments de comportement humain révélant la pensée, la peur et peut-être la dissimulation. Beatty se déplaça, jetant un dernier coup d'œil à Cédric, puis au comptoir. « J'ai vu quelqu'un, une silhouette se déplaçant rapidement près de la porte de derrière, murmura-t-elle. Sa voix tremblait, mais son aveu ajoutait un élément supplémentaire au réseau des événements. Cette présence obscure, fugace mais délibérée, corroborait les observations précédentes. Quelqu'un était entré ou s'était attardé après la fermeture, manipulant délibérément les apparences tout en restant largement invisible. Miss Marple catalogua soigneusement tout cela, comprenant que l'orchestration subtile du comportement humain dévoilait souvent les motivations plus clairement que les preuves manifestes.
L'inspecteur Craddock, concentré sur les traces matérielles, examina les fleurs et les vases, marmonnant sur la difficulté de prouver une intention sans observation directe. Miss Marple, quant à elle, considérait les œillets rouges symboliques comme un signal d'attention, les arrangements modifiés comme un avertissement et le positionnement des pétales et des objets comme une communication involontaire. Le comportement humain, se rappelait-elle, était à la fois délibéré et révélateur, et une observation attentive permettait de décoder des messages invisibles aux autres. L'interaction entre gestes, hésitation et action symbolique formait le cœur de la compréhension. La nuit s'épaississait, les lanternes projetant de longues ombres vacillantes sur le sol. Miss Marple observa une dernière fois la boutique, absorbant les détails accumulés, les œillets rouges et blancs, l'arrosoir penché, le gant déchiré, la trace de terre, l'ombre fugace dans la ruelle. Elle reconnut la convergence des motivations, des tensions cachées et de l'imperfection humaine, voyant comment chaque pièce s'assemblait pour former un ensemble cohérent d'intentions. Les fils du puzzle étaient désormais alignés, n'attendant que le coup de pouce subtil qui provoquerait la révélation. Un léger bruit, presque imperceptible, provenait des pas de la ruelle, posé et prudent. Le regard de Miss Marple s'aiguisa, perçant l'importance d'un acte intentionnel, resté largement invisible, laissant pourtant des traces qui finiraient par révéler la vérité. L'énigme, minutieusement observée et patiemment comprise, était sur le point d'être résolue. Le village retenait son souffle, et dans le silence, Miss Marple se préparait à l'élucidation finale et décisive du mystère, sachant que le comportement humain, complexe, subtil et inévitable, révélerait enfin la main invisible.